Bon, Joël, c'est le 3 février 2024. Jean-Michel nous quittait, mais sans quitter le monde de la poésie. Alors, merci de faire toujours vivre sa mémoire et sa poésie, Joël. Nous sommes très heureux et émus de t'accueillir ici pour rendre hommage à ce grand poète qui était Jean-Michel. C'était un homme discret, très respectueux des autres, très bienveillant, et il nous a laissé une vaste œuvre poétique en poésie et en prose poétique, et aussi un grand nombre, il ne faut pas l'oublier, un grand nombre de préfaces qu'il a écrites pour ses amis poètes et qui sont en elles-mêmes de vrais textes poétiques. Alors Joël, bon, il y a une bibliographie très importante, mais on ne va pas tout lire, hein, tu as repris ça à la page, il y a vraiment de tout, à la page 101 du recueil, où tu reprends, mais on n'a pas vraiment le temps de tout lire, sinon... Mais est-ce que tu as déjà quelque chose à dire, à ajouter à ce que je viens de dire très très brièvement sur lui? Non, je crois que tu as tout à fait résumé. Hein. Oui, d'accord. Alors... Là, une sous-question, Journal d'un départ, donc c'est le livre qu'on va présenter ici, ce beau livre-là, en format italien, c'est ça qu'on dit. C'est le premier livre de Jean-Michel que tu as décidé de rééditer après son décès. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Eh bien, c'est-à-dire il y a des inédits qui vont sortir pour le marché de la poésie de Paris, donc au mois de juin. Oui. Et rééditer d'autres, peut-être pas, non? Non, attends, je croyais que tu avais dans l'idée d'en rééditer d'autres. Ils sont toujours disponibles. Oui, bien sûr, oui. Bon. Alors, ce livre-ci, en particulier, je trouve qu'il est très précieux à plusieurs titres. Bon, non seulement, on va y revenir pour les textes qui le composent, mais aussi parce qu'il est le fruit d'une collaboration. Ce n'est pas le seul, hein. Je sais qu'il y a d'autres livres, mais enfin celui-ci, c'est vraiment frappant, d'une collaboration poétique entre des complices en poésie et dans la vie de toujours, donc entre Joël et Jean-Michel. Alors si je lis les photos, attends, j'ai mis... Donc, et toutes les photos donc, sont de toi. Oui. Elles ont une ambiance particulière, une couleur particulière. Attends, je voulais juste lire ce que Jean-Michel en disait, page 3, en disait lui-même. Je trouvais que ça résumait bien non seulement les photos, mais l'ambiance du livre en général. Donc c'est lui qui écrit ça, il dit « D'entre les créatures, l'humaine évolue entre deux chaises, entre l'immersion des sens et la représentation mentale. Comme le notait l'ethnologue Klaus Lévi-Strauss, il ne suffit pas que l'aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Ainsi, nous voyons-nous entre le réel et le vrai, entre ce que nous vivons et ce que nous en concevons. Ainsi en est-il de ces photographies de Bretagne où se love le poème. Et donc c'est vraiment un très beau complément, les photos et la poésie se complètent très bien. Alors une simple question de technique, je veux dire, comment as-tu fait pour rendre ce rendu qui montre qu'on est toujours un peu entre le rêve et l'onirique et le réel en fait. Là, pour cette photo-là, c'est une photo prise depuis le Mont-Saint-Michel. Oui. Et je n'ai pas fait grand-chose, sinon mais c'est des bains, tandis que c'est des questions peut-être un peu de base, mais parce que c'est pas la couleur naturelle. Non, j'ai un peu joué sur la couleur. Mais sinon, parce qu'elles sont toutes un peu... Alors d'autres sont effectivement des compositions qui illustrent... Bon, en fait, on parle d'une vallée noyée. Toute cette série de photos parle du lac de Guerlédan. On parle du lac de Guerlédan. Le lac de Guerlédan, c'est un lac artificiel qui a été créé en noyant une vallée, finalement, pour faire un barrage hydroélectrique. Et tous les X années, peut-être tous les 5 ans, je ne sais pas exactement, on doit vider le lac pour permettre d'entretenir le barrage.
Et donc, on était là justement cette année-là, et on voit alors tout ce qui se trouve dans le fond, sous les eaux, c'est-à-dire oui, les parce que arbres. ça donne un aspect mystérieux qui va très bien avec les textes de Jean-Michel. Et les maisons des ardoisiers qui habitaient là, qui travaillaient là, bon, ben, tout ça est en ruine, bien sûr, et normalement recouvert par le lac. Et donc, ça a un aspect un petit peu saisissant, un peu lunaire, quoi. Oui, je comprends. Donc là, évidemment, tu as des photos qui sont un peu retravaillées, mais pas tant que ça. Okay. Mais pour accentuer le côté vallée noyée. Oui, oui, oui. Ok. Donc, en effet, je disais que c'était un livre précieux parce que c'était le fruit de votre collaboration et aussi parce que, on le dit, Journal d'un départ, photographie de Bretagne, parce que c'est un livre sur la Bretagne. Oui. Alors, on sait que tu as une maison de famille en Bretagne et il semble que Jean-Michel est quand même... ou tout de suite ou pas, je ne sais pas ce que tu as envie de dire là-dessus, adopter ton pays d'origine comme ça, parce qu'il aimait beaucoup y aller aussi. Il aimait beaucoup la Bretagne. Je vais laisser Michel. Mais il aimait beaucoup la Bretagne, effectivement, et aussi le côté maison de famille, si tu veux. C'était une autre tradition, c'était mes souvenirs aussi. Ouais. Et donc, ça le changeait franchement de sa propre maison, de ses propres souvenirs. Et quand il l'a découvert, quand il a découvert la Bretagne, c'était en 78, au tout début. Et c'était encore un côté un peu... C'était une thébaïde. Hein. C'est un hameau, ce village. Donc on avait peut-être une vingtaine d'habitants, donc très, très, très écartés. Finalement, la forêt où je l'emmenais, où j'aimais bien l'emmener, Brocéliande, donc Pimpon, Brocéliande, n'était pas encore aménagée, si tu veux, pour le tourisme. Donc tous les lieux de légende, il fallait vraiment les mériter pour les trouver. Quoi. Et ensuite... Et ça forcément, ça lui a plu. Quoi. Mais oui, ça avait un petit côté sauvage, un petit côté d'aventure parfois. Où il se plaisait bien. Un côté de non touché, de non domestiqué. De nature encore pure du début, quoi. De la terre du début. Oui. Tout est relatif. C'était quand même pas l'Amazonie, hein, mais enfin un peu. Par rapport à la forêt de Soignes, c'était quand même assez sauvage. Ouais. Alors le recueil est composé en fait de deux parties. Il y a avant Bretagne et puis Bretagne tout court. Alors Bretagne tout court, donc quand on est en Bretagne, c'est écrit un peu à la manière d'un journal. Enfin, j'ai trouvé un peu un journal, c'est un ensemble de notations, de sensations. Ce sont des poèmes en prose. Des poèmes en prose, oui. C'est-à-dire une série de textes poétiques, tout ce que le séjour lui inspire. Mais qui finalement n'ont pas vraiment... Ils ne racontent pas un récit, c'est pas un récit, ils ne racontent pas... Non, je dirais que c'est des notations journalières, c'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu à un journal. Ouais. C'est un journal à la Jacotet, là, où tel jour, c'est par exemple l'étang qui est son sujet d'inspiration, tel jour c'est autre chose. Enfin, c'est un peu l'effet que ça me donne, oui. Oui, c'est possible, oui. Ce sont des pensées aussi, oui, tout à fait, oui. Alors la première partie, on va commencer par la première, c'est avant Bretagne. Alors quand on lit, c'est aussi de la prose, de la prose poétique. Le départ semble vécu un peu comme une sorte de libération pour couper court au tourment. C'est bien comme ça que l'approche du départ en Bretagne était ressentie. C'était pas une fuite, mais une libération. Une fuite en partie, parce que là-bas, je pense que tu voulais lire d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, donc il écrit « Il me tarde de me départir de cette naissance pour le roman d'un ailleurs. » Je ne vois pas très clair.
Donc il me tarde de me départir de cette naissance pour le roman d'un ailleurs, d'en rompre le berceau pour d'autres mythologies, souriantes à la vie. Le monde où je suis né, je n'en suis pas le congénère. N'est-ce pas l'essence d'une identité que son histoire? De quelle terre puis-je me refonder en mémoire, sinon d'une légitimité poétique? Il me tarde de hisser la voile pour me remplir les yeux d'étoiles, de me retremper au ciel qui appelle mes vœux, d'en formuler le désir dans l'urgence qu'inspire la chance, comme au passage d'une étoile filante, un regard cristallise dans la foulée de son sillage. Je pars me changer d'Espagne à des rituels solaires, dans cette Bretagne dont la campagne me fait voir qu'il est un ciel étoilé, où c'est un pont que nous jette la Voie lactée au défi des planètes, très au-dessus des vagues constellations que font pâlir les lumières de nos agglomérations. Je vais me défroisser les yeux à l'échelle des immensités, sur les voies de l'insondable qu'esquisse la providence des mondes, en sorte que nous vivons, ce qui est l'exception. Et je verrai dans les sphères où s'ébauchent les baies, le gui serrer la lumière pour traverser l'hiver dans la promesse des oiseaux. Leur aile ne leur fera pas défaut, pas plus que l'hirondelle ne démentira le ciel. Ils porteront la lumière dont procède la graine, en propageront l'éclat. Je crois que ça résume bien ce que lui inspirait le départ et la Bretagne. Ouais. Merci Joël. Alors, de manière générale, donc, la poésie de Jean-Michel, bon, elle est fort profonde, enfin ça vous avez entendu, ne fût-ce que par cette lecture. L'écriture est très recherchée, hein, ça n'est pas quelque chose qu'on lance comme ça simplement, mais sans jamais tomber dans la fêterie, ça ne fait pas précieux ou artificiel, je trouve. Alors il était aussi, et surtout peut-être, très très proche des choses, du cœur des choses, de l'infime, je dirais. Oui. Moi j'aimais bien le passage ici, parce que je lis juste le début. Il dit « On dit qu'on cueille les simples comme la luciole est dans l'herbe, ainsi qu'il appartient aux humbles de s'habiter sans devoir sacrifier au verbe, à moins que le nom des simples ne soit le verbe des humbles. » Tout ce qui était à ras de terre, parfois même, pas rien que ça, mais tout ça, il trouvait que c'était très... Enfin, il était très sensible. Non seulement il était très sensible, mais ça a fait même l'objet d'un de ses recueils, d'un de ses livres. C'était... Ah là là. J'ai un trou de mémoire. C'était ce livre fait en... Les utilités du rêve. Les utilités du rêve, qui était finalement le récit qui était une série, non pas de récits, c'était des poèmes, en prose encore, mais glanés au fur et à mesure de ses promenades en forêt, dans la campagne. Et la personne qui illustrait, c'était Catherine Béral. C'était vraiment là une collaboration, parce qu'elle dessinait après qu'il lui ait passé des textes. Ah ouais, donc c'était vraiment une collaboration. Et là, ça se manifeste tout à fait son attention à ce qui paraît peut-être insignifiant, mais les petites fleurs. Les poètes aiment bien les choses insignifiantes. Et d'ailleurs, quand il se promenait c'était un marcheur, mais un promeneur plutôt dans la forêt. Si tu veux, lui, il ne se déplaçait pas d'un point à un autre en faisant son jogging, pas du tout, mais il se promenait et il observait, et il était attentif à tout ce qu'il croisait, les oiseaux, les petites fleurs, tout. Enfin. C'était vraiment un observateur. Comme il aimait les roses de son jardin. Aussi, tu m'as dit qu'il s'occupait énormément de son jardin. Et, de toutes les plantes qu'il y avait là. Alors il y a quelque chose aussi de frappant que j'ai trouvé quand on lit, c'est que les mots ciel, lumière, soleil
reviennent vraiment très très souvent, et souvent associées à l'amour, à la fleur, Oui. à une sorte d'idée de recommencement. Alors ma question c'est, bien sûr, Jean-Michel, on le sait, c'était quelqu'un d'ultra sensible, mais presque d'un écorché, on pourrait dire, d'une certaine façon, enfin, ou même carrément un écorché. Mais en fait, quand on lit ces textes, est-ce qu'on peut dire que d'un autre côté aussi, il y avait une version de lui qui était positif et lumineux? Mais Question peut-être difficile. non, c'est pas difficile, mais disons, un optimiste, non. Sûrement pas, c'était un anxieux. J'ai pas dit optimiste, j'ai dit C'est un positif. J'ai anxieux. dit, Lumineux, oui, certainement, comme peuvent être tous les vrais poètes, mais on peut être lumineux tout en étant quelqu'un d'assez sombre. Hein. C'est un porteur de lumière. oui, oui, il faut chercher la lumière, Oui. justement. Même un porteur de lumière. Oui, oui. Mais positif, là, franchement, je ne sais pas ce que tu mets derrière ce mot. Parce que, bon, ça que la vie valait la peine d'être vécue. Ah oui, ça oui, la vie valait la peine d'être vécue. Dans ce sens, qu'il y avait plein de choses à porter de main, à porter Dieu, qui sont là. Dans ce sens-là, oui. Dans ce seussens-là, oui. Mais dire que, par exemple, tu sais, la pensée positive, souvent on croit que c'est un peu la méthode Coué. Ah oui, oui, non, c'est pas vraiment ça que je visais. Non, là, je ne l'imaginais pas. Parce que parfois, quand tout est noir, il n'y a rien à voir de positif. Oui, non, je ne voyais pas, ma question, c'était pas ça, c'était plutôt être heureux des petites choses. Oui. Donc, dans ce sens-là, oui, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a des gens qui ne se contentent pas des petites choses. Et qui ne sont jamais contents, en fait. Mais ce n'était pas son cas, à mon avis. Oui, partiellement, quoi. Oui. Partiellement. Est-ce que, en général, bon, tu as déjà dit un petit peu, et la façon dont tu as lu les textes, on devine un peu la réponse. Est-ce qu'il retravaillait beaucoup ces textes? Qu'est-ce qu'il faisait d'une traite, puis qu'est-ce qu'il faisait Il prenait énormément de notes. Des notes sur un carnet, par exemple. Sur des feuilles, oui. Il prenait énormément de notes jusqu'à ce que le texte finisse par survenir. Et quand il avait un texte, de toute façon, il le retravaillait souvent. Beaucoup. Jusqu'au moment où il était content. Jusqu'au moment où il était content, il cherchait toujours le meilleur mot, l'image qui sortait un peu de l'ordinaire. Il prêtait beaucoup d'attention à l'euphonie. Oui, justement, on va y venir. Il avait le dictionnaire à côté de lui. Oui. Non, mais c'est pas... C'est vrai, bien que tu dis que tu cites ce mot-là, parce que je vais dire aussi qu'on apprend aussi pas mal de choses en poésie. Quand on est poète, on trouve ça intéressant. Il parle beaucoup, par exemple, des métaphores, de à quoi ça sert, comment il les voit, comment il les appréhende, de l'euphonie. C'est un mot que je ne connaissais pas vraiment, j'avoue. Il écrivait, donc ça veut dire qu'il écrivait, mais il lisait aussi beaucoup. Oui. Et c'est à ça, j'arrive tout doucement. Quels sont les poètes ou les écrivains qui l'ont inspiré, parce qu'on est quand même toujours un peu inspiré. Alors on va citer, tu sais, Bobin. Oui, mais justement. Oui, parce qu'il cite souvent Bobin et on a l'impression, tiens, qu'il aimait beaucoup Bobin, mais... Ce n'est peut-être pas vrai. D'accord, alors... D'abord, je vais te poser une question, mais je vais répondre. Mais d'abord, je vais te poser une question. Oui, c'est moi qui pose. Non. Bon, j'ai l'impression qu'on demande toujours, qu'on éprouve toujours le besoin de rattacher un poète à ce qui l'a inspiré. Mais j'ai pas l'impression qu'on demande ça aux romanciers. Ah si, pourtant aussi. Je n'ai pas le sentiment. Non, c'est pas une question vache, quand je dis ça. C'est que, bon, en lisant, etc., forcément, il y a parfois la musique de quelque chose, mais de loin. En plus on est cultivé, forcément, en plus on est soumis à diverses influences. Mais... Bon, il avait beaucoup lu. Oui. Beaucoup, mais pas seulement de la poésie. Il lisait de tout, des romans aussi. Oui, un peu moins, mais par exemple, quand il était jeune, il a une bibliothèque énorme de science-fiction. Oui. Tout à fait autre chose.
Oui, mais pas si éloigné. Enfin, on va venir après une question. Je Oui. trouve que c'est pas si éloigné de certains Mais- aspects. Je pense que maintenant il lisait moins de poésie, mais quand même, chaque fois qu'il allait dans un marché de la poésie à Paris, tout ça, il en revenait à chaque fois avec des livres, parce qu'il était curieux. Donc, Mais revenons à Bobin. Là. Bobin. Parce qu'apparemment, c'est pas nécessairement l'amour inconditionnel. Non. Tu as des choses à dire là-dessus. Oui, Bobin, tu vois, il y avait bien sûr, il y a des points communs, l'amour de la nature, certainement. Le côté contemplatif, oui, il avait un côté contemplatif. Mais Bobin était quand même très orienté religieux. C'est pas le cas de Jean-Michel. Pas du Non, c'était Oui. une de mes dernières questions. Alors, mais d'abord, oui, je te laisse. tout. Bobin. Parce Oui, que là, tu avais une lecture, oui, tu m'avais dit que tu voulais lire un Donc, passage. il écrit, ça c'est Oui. dans le livre, j'ai bien écouté Christian Bobin, interviewé dans l'émission Les Racines du Ciel sur France Culture. J'y ai beaucoup entendu parler de la voix du poète, et même beaucoup entendu le poète. Nom de Dieu, c'est un talent, mais son rire, il s'esclaffe au beau milieu de ses broderies. Il dit que nous avons tous un noisetier dans la poitrine, et je songe au coudrier, voisin du noisetier, au point qu'on nomme l'un pour l'autre. Je crois bien que le coudrier est au noisetier ce qu'est la ronce au mûrier. C'est dans son bois que sont taillées les baguettes de sourcier. J'imagine qu'elles vont au cœur chercher l'eau qui fait défaut à son bonheur, mais je gage que d'aventure, l'eau que déterre le sourcier s'avère saumâtre ou polluée. De quel cœur rit le poète, puisqu'il a le cœur à rire? Lisez Bobin, il est gracieux. Il file la dentelle avec des virtuosités d'arentelle, et c'est beau dans le soleil sous la brume. Préférez Rilke, qui voit dans le W de Cassiopée le M des mers. Comme si le ciel nous faisait voir qu'il est le miroir de la terre en inversant le chiffre des mers. Dans le métier de l'artisan, Rilke voit l'exercice du recueillement, l'ouvrage d'un œuvrier où il se reconnaît. Bobin a trop d'habileté, il en joue. Comme le prestidigitateur a des adresses de magicien. Il évoque le nom de Dieu dans un flottement sémantique, non sans se démarquer, précise-t-il, des rigidités doctrinaires. Voilà ce qu'il en dit. Oui, donc c'est plus nuancé. Donc, c'est très nuancé, tu vois, je pense du tout qu'il ne se... Certainement, il y a des points communs. Il s'y réfère à plusieurs endroits. Oui. Qu'est-ce qu'il aimait d'autre comme écrivain? Il y avait Sylvain Tesson. Oui. Oui. Par exemple, son livre Les Fées. Avec les Fées. Qui se passe justement en Bretagne. Oui. Enfin, dans les pays celtiques. Hein, dans les pays celtiques. Plutôt dans plusieurs pays celtiques. Sylvain Tesson. Il y a une espèce de magie comme ça à laquelle il doit être sensible. Il y a une espèce de magie, oui. Oui. Sylvain Tesson définit les fées non pas comme des petites libellules qui flottent au-dessus des fontaines, mais comme quelque chose qui survient à un point nommé. Et bon, certains paysages bretons, mais écossais, tout ça. Tu ne voudrais pas lire, quand même, je trouvais ce passage à page 86, justement, ce sujet-là était très beau. Ça tombe Le tout? Pas du tout. Ouais. Le tout? Oui. D'accord. Oui, on va. Dans la hêtraie paisible, entre les piliers de la voûte dont la lumière descend comme à travers un vitrail, on dirait le feu de paille d'un jour que perpétuent les arbres. On entend chuchoter que la prière d'une brise où ronronne le feuillage. Tout d'un même mouvement semble bercer, sommeiller, éveiller à travers la clarté. Sous l'ombrage majestueux, le sol est silencieux. D'aventure, un filet d'eau s'ébruite,
un vent favorable nous en rapporte le chantonnement. Et c'est au pli que forme dans le courant de son flux le ruisselet qu'on peut deviner les fées. Les fées ont des doigts de fées pour enfiler l'onde au fil de son flux. Ce bruissement, tantôt lent et tantôt rapide, cet halètement dont vous percevez l'écho dans un flottement, c'est la tendresse des eaux dont s'accomplit le lit. Les fées accompagnent leurs vœux, les berces d'océan. Fayards sont les êtres sous leur vrai nom, tutélaires des fées. Parce que Fayard, c'était le vieux nom français pour les êtres. Merci, Joël. Alors, on avance, mais j'ai pas encore le temps de poser deux petites questions. Alors, tu as effleuré le sujet tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi un livre assez intime où il parle de son enfance. Oui, à certains. Et alors, il y a l'adolescence. Oui, alors il y a une question, évidemment. Bon, il parle beaucoup de la nativité, il parle. Quand même, il en parle, il parle de termes religieux, etc. Mais on sait bien que sa relation avec la religion n'était pas ce qu'on pourrait dire, que c'était un croyant religieux, etc. Et il faut avoir lu Mémoire au journal d'un paroissien. Oui. Donc, on ne saisit pas tout à fait, quand on ne le connaît pas assez, sa relation à la religion. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ce sujet? Mais en fait, pour la religion, tu vois, Jean-Michel a grandi dans un milieu catho, je ne dis même pas catholique, je dis catho, c'est-à-dire sectaire, borné, où il y avait très peu de place pour la liberté. Liberté de penser, tu l'as toujours, mais liberté d'expression, pas forcément. Et ça, il était vacciné. Il était vraiment vacciné contre ce milieu-là. Je ne dirais pas qu'il était... Je n'en sais rien, on ne parlait pas de religion, parce que moi, j'y suis assez réfractaire, je dois dire. On n'en parlait pas. Mais il était contemplatif. Il avait certainement un sentiment mystique. Ne serait-ce qu'en regardant les ciels étoilés, tout ça, ça lui parlait, mais là où il était vraiment, radical, c'est contre les milieux, le dogme catholique, mais bon, pas seulement, les musulmans c'est pareil, toutes les religions révélées c'est pareil. Le dogme finalement, on te bride, on t'enferme l'esprit, et qui n'a peut-être rien. Il parle beaucoup de Jésus. Hein? Oui. Parce que, il connaissait la religion catholique, hein, mais Jésus, finalement, tous les évangiles, toutes les doctrines ont été faites, non pas par Jésus, il n'a rien écrit. Et ça n'a même pas été écrit de son vivant, ça a été fait par des gens quelques dizaines d'années après sa mort. Donc ça a été interprété. Contre ça, il s'élevait. Tu vois ? Il disait que le Christ, Jésus, était certainement beaucoup moins restrictif que ce qui a suivi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il en parlait. Oui. Ok. Quant au journal d'un paroissien, c'est vrai que là, ça s'attaque vraiment... mais c'est écrit là, ce n'est pas de la poésie, là, c'est écrit comme une uchronie. C'est-à-dire... avec beaucoup d'humour, mais il s'adresse au jeune paroissien qu'il était, en lui disant faites ceci, faites cela, finalement, pour échapper au milieu, pour échapper à la répression. C'est tout à fait un autre... Merci. Voilà. Alors, je crois qu'on ne va pas finir sans que tu dises quand même un mot du prix que l'édition, oui, je trouve que c'est le bon endroit quand même de dire que tu lances un prix Jean-Michel Auvert, un prix poésie. Je te laisse Bien, c'est-à-dire, ça a été annoncé le 2 janvier, donc c'est un prix d'édition, c'est un appel à texte en fait, hein. Donc on peut trouver le règlement sur le site du Coudrier, mais aussi sur le site des éditeurs singuliers qui l'ont relayé. Peut-être ailleurs, sur le site de l'AREA. Le site
de règles. Oui, donc on peut retrouver le règlement sans problème. Donc c'est un appel à texte avec une participation de 15 € pour participer. Et il y a un jury de 5 personnes qui est déjà constitué. Ce sont des manuscrits, ce sont des manuscrits. Ah oui, 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 manuscrits papier. Oui, oui, et anonyme. C'est-à-dire c'est fait de telle manière que la personne qui va les recevoir saura ce mais ne fait pas partie du jury. Et bon, les manuscrits seront distribués aux 5 personnes qui font partie du jury, avec une participation qui doit être terminée le 30 septembre 2025, et ce prix-là sera décerné le 14 février. Oui, on a déjà réservé la salle avec Fred le samedi 14 février 2026. C'est un samedi, un samedi après-midi. Ça laissait davantage de place à ceux qui travaillent et qui ont envie de participer. Bon, ben voilà. Voilà, avis à tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais eu de prix, d'ailleurs qui n'a jamais été édité aussi, ça peut être. Non, je parle de Jean-Michel. Lui n'a jamais. Non, mais je parlais tu parlais des candidats au prix. Oui. Nous, les candidats au prix, c'est tout à fait libre, et même la forme est libre. Il n'y a pas de thème imposé. Et par contre, j'ai précisé quand même que c'est le prix Jean-Michel Aubert. Il doit y avoir un certain rapport quand même. Ok, voilà. Dans les thèmes, dans l'écriture au moins. Est-ce que tu vas encore ajouter quelque chose? Oui, je veux revenir sur le phonie. C'est un tout petit extrait. Ce que tu dis tout à l'heure, le phonie, les métaphores. Bon, il écrit là-dedans, j'imagine qu'en poésie, le phonie reproduit la trame d'une émotion, domaine où la mélodie est reine. Que bercé de musique, je plonge dans l'arrière-pays d'une âme. Le bruit de fond du large que respirent les vagues au filet de la nuit. Et parfois, le puits d'un cauchemar où l'on se perd de vue. Et c'est peut-être une trêve où se prolonge le rêve dans la réparation du poème. L'harmonie qui interrompt le réveil. Le réveil. Et parfois, je pense que l'assonance me guide au sens par l'opération des associations. Voilà. Tout ça pour l'euphonie. Tout ça pour l'euphonie. Est-ce que quelqu'un, on a une minute ou deux, voudrait poser une question à Joël, comme éditrice ou comme sur Jean-Michel Aubert? Pas une question, mais simplement je remarque une fois de plus quel grand poète était Jean-Michel. Ouais. Il était très discret. Il ne parlait pas beaucoup de lui. Non, et si on ne parlait pas de lui... Il ne se mettait pas en avant, il ne se mettait jamais en avant. Si on ne parlait pas de lui, bon... C'est une poésie que tout le monde se comprend. Oui. Même si je ne parle pas du tout. On l'a reproché parfois, mais bon, pour moi, c'est pas du tout un reproche, c'est plutôt une qualité de chercher des mots difficiles. Non, même difficiles, bon... Non, ça vaut la peine quand même parfois. Bon, trop simple, c'est pas bon non plus, je trouve. Non, c'est vrai que c'était un grand poète. Merci, Joël. Quand on commence un de ces recueils, on ne sait pas s'empêcher de lire le tout. On ne s'arrête pas en route. Merci. Par contre,